Je présentais de manière générale l'intérêt de se pencher sur ces lacs d'altitude. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui est bien connu parmi le groupe de personnes qui est en train de m'écouter. Donc, je voudrais simplement, dans cette présentation, faire le zoom sur la période hivernale où l'ensemble de ces lacs d'altitude vont être sujets à la prise en glace. Et c'est un phénomène qui va avoir des conséquences importantes donc, sur la thermie du lac, comme l'a montré Pascal dans la présentation d'avant, et évidemment une influence sur tout l'écosystème. Donc, pendant cette période très particulière où le lac est pris en glace, c'est comme si on met un couvercle sur le lac, il n'y a plus d'échange entre l'eau et l'atmosphère. Les seuls échanges qui peuvent y avoir sont liés à la possible pénétration de la lumière à travers la glace, qui va potentiellement générer de la turbulence sous la glace. Et ça va pouvoir avoir un impact d'un point de vue chimique, biologique. En fait, l'ensemble de l'écosystème va pouvoir être impacté par ce genre de processus-là. Après, il peut y avoir aussi un moment où il y a suffisamment de neige sur la glace pour que finalement la lumière ne passe plus. Et là, on a un système qui est parfaitement isolé. Et donc, on va pouvoir observer en détail ce qui se passe sous la glace. Alors, pourquoi on a envie de s'intéresser à ce qui se passe sous la glace, et en particulier à la dynamique de l'oxygène dissous? Alors, l'oxygène dans les milieux aquatiques, c'est vraiment un élément fondamental qui participe à l'essentiel des dynamiques chimiques, biologiques, donc biogéochimiques, et qui conditionne vraiment l'écosystème en entier. Et donc, on peut penser les choses de manière différente. On peut se dire que si on mesure l'oxygène dissous, on peut avoir une valeur intégrative du fonctionnement de l'écosystème et puis éventuellement de sa santé. Vous êtes sans doute tous à jour sur le fait que quand on a un système aquatique qui est avec des conditions d'oxygène très très faibles, il va y avoir tout un versant de l'écosystème qui peut être menacé. Alors, on a besoin de faire ce genre de mesures. Il faut savoir que de manière générale, des mesures en lac, quelle que soit leur altitude, en période hivernale, sont très rares. En particulier dans ces milieux extrêmes de systèmes alpins, c'est rare d'avoir des données dans la période hivernale et c'est rare d'avoir des données avec une haute résolution comme c'est le cas avec le réseau des lacs Sentinelles. Donc ici, on a une chance inouïe de pouvoir analyser le fonctionnement fin de l'écosystème pendant la période de prise en glace et de pouvoir expliquer ce qui se passe. Et le manque de données de manière globale sur ces systèmes-là fait qu'on a une méconnaissance sur le fonctionnement de ces écosystèmes en période hivernale et en particulier, on a beaucoup moins d'éléments sur la période hivernale par rapport à la période estivale. Donc, on ne comprend pas bien quels sont les liens de saisonnalité. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? Quel peut être l'impact sur l'été suivant? Et puis vice-versa, qu'est-ce qui s'est passé cet été et comment ça va impacter l'hiver qui vient? On n'arrive pas bien à répondre à ce genre de questions. On n'arrive pas bien aussi à identifier quelle peut être la réponse des lacs alpins aux changements locaux et globaux. Donc, aux changements locaux, ça peut être potentielle déconnexion des systèmes hydrologiques, des systèmes d'alimentation du lac. Les changements globaux, c'est évidemment dans ce cadre-là le changement climatique. Et puis, d'autres éléments, c'est qu'on a vraiment un manque de recul sur la variabilité spatiale de ce qui se passe sous la glace, parce qu'on a quelques exemples dans le monde de données sous glace, mais aujourd'hui, en tout cas pas avant l'analyse des données du réseau des lacs Sentinelles, pas assez de recul pour essayer de comprendre quelle peut être la variabilité spatiale de l'oxygène sous glace. Quand je parle de variabilité spatiale, je veux dire entre différents systèmes. Et donc, on a besoin, là encore, d'essayer de comprendre, en tout cas d'investiguer quels sont les facteurs de contrôle. Donc, je vais vous présenter un cas d'école. On a eu la chance de se pencher sur ces données-là du lac de la Muselle. Donc, vous voyez ici deux graphiques avec à gauche la température et à droite la concentration d'oxygène dissous. Donc, c'est très bien parce que la présentation de Pascal a permis de faire une bonne introduction. Je vais pouvoir aller un peu plus vite. Ici, vous voyez
un zoom sur la période de prise en glace. Donc au tout début de chacun des graphiques, donc verticalement, on va dans le temps en se déplaçant suivant l'axe des abscisses. Et puis en ordonnée, vous avez la profondeur du lac. Vous voyez qu'on est au début dans des conditions où on a la colonne d'eau qui est entièrement mélangée. Et puis petit à petit, quand on se déplace dans le temps, qu'on avance dans l'hiver, on voit que la couche de surface devient de plus en plus froide et puis la couche du fond, elle, se réchauffe. Donc je viendrai juste un petit peu après sur qu'est-ce qui explique cela, mais Pascal l'a déjà introduit. À droite, vous voyez la dynamique de l'oxygène dissous. Et puis qu'est-ce qu'on observe? On voit que proche du fond, il y a énormément d'oxygène qui se retrouve absorbé par les sédiments ou alors qui se retrouve dégradé dans la colonne d'eau. Et donc, ça produit ces minimums d'oxygène proches du fond qui peuvent être absolument critiques. Donc, vous voyez ici que pour cet exemple-là, de cet hiver de 2014-2015, proche du fond du lac de la Muselle, on avait des concentrations d'oxygène qui étaient en anoxie, donc qui conditionnent clairement toute l'évolution d'un point de vue écologique du lac sur cette période-là. Donc, on peut regarder les choses d'une manière un tout petit peu différente, c'est-à-dire on peut regarder de manière intégrative le long de la colonne d'eau. Donc, on va ici parler de quantité de chaleur et puis de masse d'oxygène. Donc, c'est un peu les mêmes informations que je viens de vous montrer, mais juste présentées différemment. Et puis, avec une prise de recul un petit peu, parce qu'ici, je montre la période juste avant la prise en glace. Vous voyez à gauche la quantité de chaleur dans le lac. Donc, pour faire ça, en fait, on utilise toutes les données de température le long de la verticale, et puis on les intègre, et puis on calcule quelle est cette quantité de chaleur sur la colonne d'eau et comment elle évolue dans le temps. Et donc, vous voyez qu'avant la prise en glace, on a un niveau de quantité de chaleur relativement important qui se retrouve à décroître extrêmement rapidement. Et donc, cette période-là, c'est vraiment la période de refroidissement intense qu'on connaît tous bien en montagne, où on va dire que c'est à peu près au mois de septembre-octobre. On va avoir ce fort refroidissement atmosphérique qui induit un très fort refroidissement dans le lac et puis qui conduit à un moment donné à la date de prise en glace. Donc, c'est ce que j'ai appelé, moi, la date 0. Et à ce moment-là, on a un phénomène intéressant, c'est que la chaleur qui a été stockée dans les sédiments se retrouve relarguée dans le lac. Donc, il y a un échange entre sédiments et colonnes d'eau qui produit ce réchauffement pendant la période sous glace, qui peut paraître étonnant et contre-intuitif, parce qu'on imagine bien qu'un lac gelé doit être très froid. Et donc, vous voyez ici qu'on a cette belle illustration sur des données absolument réelles, où on a ce réchauffement pendant la période de glace. Et puis, pendant toutes ces périodes-là, d'un point de vue biologique, biogéochimique, quand on s'intéresse à la masse d'oxygène dans le lac sur la même période, vous voyez qu'à partir du moment où le lac est pris en glace, on a une énorme consommation de l'oxygène dans la colonne d'eau. Et cette consommation d'oxygène, c'est la respiration intégrative de l'ensemble du milieu. Et donc cette respiration, c'est à la fois l'activité bactérienne dans la colonne d'eau, mais aussi l'activité qui est dans les sédiments et qui crée un appel fort de prise d'oxygène pour réaliser cette minéralisation de la matière organique. Donc vous avez ici un magnifique cas d'école. Et donc tout l'intérêt du hackathon, quand on s'est rassemblé avec la dizaine de scientifiques pour étudier ces données, on a voulu regarder ce genre de processus-là dans l'ensemble des lacs du réseau Lac Sentinelle. Donc on a assemblé toutes les chroniques de température et d'oxygène ensemble. Et puis ce qu'on a voulu regarder, c'était quelle était la dynamique de l'oxygène à partir du moment où il y a la prise en glace. Donc c'est ce qui a été réalisé ici. Vous avez un aperçu sur l'ensemble des différents lacs et puis les différentes années de données disponibles, où vous voyez donc sur la gauche pour chaque lac et chaque année la dynamique de l'oxygène uniquement pendant la période sous glace. Donc ça commence toujours, la date 0, c'est la date de la prise en glace, et puis on évolue dans le temps. Les hivers sont évidemment pas tous les mêmes, suivant les lacs, suivant les années. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se pencher sur la variabilité temporelle. Donc, on observe que pour tous les lacs, on a cette décroissance d'oxygène, qui est donc typique des lacs sous glace. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est une décroissance exponentielle
qui a on va dire, une force de décroissance plus ou moins rapide. Et donc, c'est ça qui est intéressant de regarder. Donc, si je prends le cas de la Muselle, qui est un des lacs les plus documentés dans la base de données, vous voyez que suivant les années, on va avoir des décroissances qui peuvent être très différentes. Et donc, tout l'intérêt ici, c'est de documenter pour chaque lac la variabilité de ce phénomène-là, et puis aussi interlac, et d'essayer d'expliquer quels sont les processus ou les facteurs de contrôle qui conditionnent cela. Donc, vous voyez sur la droite ici, j'ai rassemblé toutes ces courbes de décroissance exponentielle en un seul graphique. Et donc, vous voyez ici vraiment l'ampleur de toute la variabilité de ce processus-là. Et donc, quand on essaye de représenter ces processus-là sous la forme d'une équation, en fait, on essaie de, compte tenu des connaissances qu'on a, on essaie de caractériser ces décroissances de l'oxygène dans la colonne d'eau par le fait qu'il y a la dégradation de la matière organique liée à l'appel d'oxygène dans les sédiments, et puis aussi ce qui est produit par la minéralisation de la colonne d'eau. Et donc, le résultat d'une équation comme celle-là, si on essaie de représenter l'évolution de l'oxygène dans le temps, produit quelque chose qui ressemble à une exponentielle ou qui peut être quelque chose de plus linéaire suivant les paramètres de coefficients K sédiment et puis K water. Donc, quand on isole ces différents paramètres-là, donc on fait l'hypothèse que la dynamique de l'oxygène suit cette équation-là, on essaie de résoudre cette équation-là et puis on regarde pour chacun des lacs quelle est la variation d'oxygène totale sur la période hivernale. Donc, on va essayer, ici, ça nous donne cet indicateur-là sur ce graphique nous donne un aperçu de quelle est la rapidité de la décroissance de l'oxygène sous glace pour chacun des lacs et chacune des années. Et puis, vous voyez ici que la forme des marqueurs sur ce graphique nous donne une idée de quel est le meilleur modèle qu'on peut appliquer aux données. Donc, quand vous avez un rond, on a une décroissance purement exponentielle. Quand vous avez un triangle, on a une décroissance purement exponentielle, mais pas seulement, parce qu'on a besoin de rajouter une composante linéaire pour avoir un meilleur ajustement sur les données. Mais de manière générale, ce qu'on observe, c'est que la décroissance exponentielle est probablement celle qui explique le mieux la variabilité de l'oxygène dans le temps. Donc, on pourrait se dire qu'en fait, la contribution de ce paramètre-là, qui est lié à la minéralisation dans la colonne d'eau, est finalement vraiment négligeable. Et c'est en lien avec les deux travaux qui ont déjà été faits, pas dans des lacs d'altitude, mais dans des lacs arctiques. Et donc, si je reviens à l'exemple du lac de la Muselle, qui a l'avantage d'avoir des données d'oxygène à beaucoup de profondeurs différentes, et si j'assemble toutes ces données-là sur toutes les années de données disponibles, ce qu'on observe, c'est que la décroissance de l'oxygène est non seulement faible, mais aussi très lente quand on est proche de la surface. Et puis, il arrive un moment donné, quand on se rapproche de la profondeur maximale du lac, où cette décroissance d'oxygène devient vraiment très importante. Et donc, vous voyez ici que la rapidité de cette décroissance d'oxygène est vraiment proche du fond du lac. Donc, ce n'est pas non plus une grande surprise, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure sur mon graphique, on voyait que c'était proche des sédiments qu'il y avait la consommation la plus forte d'oxygène. Mais ici, on a vraiment l'intérêt de cette base de données, c'est de pouvoir encadrer les valeurs de cette décroissance-là, à la fois dans le temps et puis à la fois selon la profondeur. Donc ici, sur ce graphique, on pourrait imaginer qu'il y a comme une valeur seuil, selon la profondeur, où on a un endroit où vraiment, ce qui est le plus visible, c'est les processus liés aux sédiments plutôt que les processus dans l'eau. Donc j'ai ici mis une ligne imaginaire qui serait difficile à justifier, mais qui vous permet d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, donc tout ça, c'est très intéressant. C'est déjà pour nous extrêmement intéressant d'essayer d'expliquer, d'essayer de montrer quel est l'ordre de grandeur de la variabilité de la dynamique temporelle et spatiale de l'oxygène dissous, donc
pour un même lac, mais aussi entre les différents lacs. Mais on a voulu aller un peu plus loin. Donc, on a voulu essayer d'expliquer avec des facteurs de contrôle qu'est-ce qui détermine ces différentes dynamiques de l'oxygène sous glace. Donc, pour ça, on a assemblé plusieurs bases de données ensemble. Donc, ça a été aussi un lourd travail parce qu'on a des données qui sont parfois assez hétérogènes. Donc, on a assemblé une grande table avec potentiellement 120 variables explicatives qui vont essayer de décrire des caractéristiques propres au lac. Donc, ça va être l'altitude, par exemple, du lac. J'ai mis des choses un peu évidentes ici dans cette liste. Des choses qui vont essayer de décrire un peu la morphologie du lac, et puis des caractéristiques qui sont propres au bassin versant. Donc, par exemple, le couvert végétal, la part de permafrost dans le bassin versant, et aussi des métriques qui sont liées à la temporalité de l'oxygène et de la température. Et puis, en fait, quand on met tout ensemble, quand on sélectionne les variables les plus importantes, en faisant des analyses de corrélation des variables, je passe les détails, on voit que 2 variables émergent de manière vraiment robuste pour essayer d'expliquer cette décroissance exponentielle de l'oxygène sous glace. La première, c'est la date de prise en glace. Donc, ce que vous voyez ici sur ce graphique, c'est le jour dans l'année où il y a la prise en glace. Et ce qu'on observe, c'est que plus cette prise en glace est tardive, moins la décroissance de l'oxygène va être rapide. Il y a une autre variable qui est vraiment déterminante, c'est le pourcentage de prairies, de prairies alpines dans le bassin versant. Donc, ce qui apparaît, c'est que plus le bassin versant est associé à un fort couvert végétal, on va dire beaucoup d'alpage, plus la décroissance de l'oxygène va être rapide. Et donc, ces 2 éléments-là sont vraiment très intéressants pour nous. Et ça paraît difficile à croire ici en regardant directement ces courbes, ces graphiques, pardon. Mais en fait, ces 2 variables-là, à elles seules, elles expliquent plus de 65% de la variabilité de la dynamique de l'oxygène dissous sous glace pour l'ensemble de ces lacs. Et donc, c'est des variables qui sont vraiment déterminantes. On peut vraiment se pencher en détail sur ces variables-là, essayer de comprendre pourquoi. Donc, dans le cas du pourcentage de prairies dans le bassin versant qui détermine la rapidité de la décroissance d'oxygène, c'est assez logique. Parce qu'imaginez que finalement, un bassin versant qui a beaucoup de couvert végétal va produire beaucoup de matière organique qui peut être transportée à un moment donné dans le lac. Et donc, on va avoir dans le lac de la matière organique qui peut être facilement dégradable. Et donc, si elle est facilement dégradable, elle est rapidement consommée pendant la période sous glace, ce qui explique qu'on va avoir des plus fortes valeurs de ce coefficient exponentiel. Et puis, dans le cas de la date de prise en glace, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Et puis, pour l'instant, on est encore en train d'investiguer quelles sont vraiment les raisons pour lesquelles c'est cette variable-là qui ressort. Mais notre théorie, c'est que c'est en lien avec la rapidité du refroidissement du lac pendant la période automnale. Et puis, c'est en lien aussi avec les échanges de chaleur entre les sédiments et le lac qui créent des conditions de turbulence qui peuvent impacter le mélange des couches du lac. Donc, avoir les couches profondes qui sont très pauvres en oxygène à un certain moment donné sur la période sous glace, qui se retrouvent mélangées avec les couches supérieures qui sont, elles, plus fortes en oxygène. Et donc, cette dynamique-là, qui est une dynamique purement hydrodynamique, pourrait être un facteur de contrôle important. Donc, on est encore en train de travailler sur ces aspects-là. D'une manière générale, donc j'en arrive à ma conclusion, on a vraiment une chance exceptionnelle en tant que scientifique d'utiliser une base de données aussi riche, à la fois pour étudier la fine variabilité temporelle, donc c'est tout l'intérêt d'avoir des capteurs à haute résolution, mais aussi d'avoir la possibilité de recouvrir autant de différentes conditions avec des lacs qui sont dans des conditions très différentes. Donc, c'est vraiment une chance. De manière globale, scientifique sur cette présentation, vous pouvez retenir que la dynamique de l'oxygène sous glace est vraiment principalement contrôlée par la dégradation de la matière organique dans les sédiments. Et finalement, la
la matière organique dégradée dans la colonne d'eau joue un rôle relativement mineur. Et puis, ce qu'on a identifié, c'est donc cette variabilité spatio-temporelle qui est contrôlée par les apports du bassin versant, en lien avec le couvert végétal dont je vous ai parlé, puis la météorologie, donc la date de prise en glace des lacs, qui joue un rôle important. Ce qu'on est encore en train de faire, et puis on espère aboutir bientôt, c'est faire le lien entre les processus physiques, les échanges entre l'eau et les sédiments, avant et pendant la prise en glace, et comment ces processus-là impactent la dynamique de l'oxygène sous glace. Et puis, on a vu dans l'exemple précédent qui a été montré par Pascal Perrollo qu'on peut avoir des fois des surprises, il peut y avoir des patterns temporels qui sont plus compliqués que ce qu'on imaginait. Et donc là, on a vraiment tout l'intérêt d'avoir une base de données comme celle-ci pour analyser la variabilité temporelle à fine échelle et identifier des phénomènes comme possiblement des apports d'eau souterraine. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai été clair et puis je serai content de recevoir vos questions.